Rebonjour à ceux qui nous suivent depuis ce matin. On va reprendre tranquillement après cette pause déjeunatoire qui fait du bien. On va reprendre tranquillement donc le fil de nos échanges qui ont déjà été très constructifs ce matin. On a eu l'occasion de parler des seuils 2025 et 2031 de l'ARE 2020. On a parlé aussi de rénovation bas carbone, de hors-site, de financement de la rénovation, des solutions pour sortir le bâtiment de la crise et pour accélérer sa transition écologique. Cet après-midi, on va s'intéresser à une nouvelle série de retours d'expérience. On aura l'occasion de parler de construction mixte, de déconstruction, reconstruction, de surélévation, extension, également de rénovation d'ampleur en copropriété. Mais donc pour commencer, un cas de construction mixte et bas carbone, à savoir le siège de GRDF à Saint-Denis, un bâtiment qui a été certifié BBCA excellent. Et pour en parler, ce sont Sophie Valenti, déléguée réglementation et efficacité énergétique à la direction prospective, expertise et usage de CEGIBAT, ainsi que Marc Lafont, le président de WO2, je prononce bien, j'ai eu un doute, ouais, nickel, qui vont nous en parler. Et donc je fais le passage de micro. Ça, c'est à moi. Alors bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui va nous occuper 25 minutes, donc je tenais à souligner ma grande fierté d'intervenir aujourd'hui aux côtés de Marc Lafont, donc, qui a conçu, pensé et construit le bâtiment dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le siège social de GRDF à Saint-Denis. Comme vous allez le découvrir, nous n'allons pas seulement vous parler d'un bâtiment bas carbone, extrêmement remarquable, mais d'un bâtiment qui est devenu aujourd'hui mon lieu de travail. Et vous verrez que ce bâtiment reflète parfaitement à la fois les valeurs de GRDF, mais également la promesse que nous faisons chaque jour à nos clients, qu'être sobre énergétiquement, durable, renouvelable et parfaitement compatible avec l'énergie au pluriel, grâce à la mixité énergétique qui caractérise ce bâtiment et que GRDF défend depuis toujours. Donc, comme j'ai été présentée, donc je suis Sophie Valenti, je suis déléguée réglementation efficacité énergétique chez GRDF, responsable de CEGIBAT, et j'interviens aujourd'hui en tant que client témoin du nouveau siège social de GRDF qui a été conçu, imaginé donc par W02 et Marc Lafont ici présent, notre direction générale, avec notamment Laurence Poirier-Dietz qui est notre directrice générale, qui est l'âme de ce projet. J'ai passé déjà. Ah, super. Pardon. Alors, une page d'histoire rapidement. Donc, comme vous voyez, c'est sur ces visuels. Donc, avant d'emménager à Saint-Denis fin 2024, notre siège social était situé donc à Paris, dans le 9e arrondissement, 6 rue de Condorcet. Donc, pour nous, c'était bien plus qu'une adresse. Moi, j'y ai travaillé presque 20 ans. C'était vraiment un lieu emblématique, un site classé, superbe, comme vous pouvez le voir, donc avec une agora magnifique, une cour intérieure avec des platanes magistraux. Donc c'était vraiment un lieu qui était vraiment très très beau. Et qui a été le témoin finalement des 3 générations gazières que nous avons traversées ou que nous traversons, du gaz de ville au gaz naturel vers un gaz de plus en plus renouvelable, notamment avec la croissance des gaz renouvelables et de la méthanisation notamment, depuis plus d'une dizaine d'années. Donc c'est vrai que pour nous, ce site, il était important, il était superbe, mais il était aussi superbement énergivore, avec des bureaux en enfilade finalement très cloisonnés, très fermés, peu de salles de réunion, pas du tout fonctionnelles. Donc oui, c'était superbe de travailler encore dans Paris. On faisait partie des derniers à habiter finalement dans un quartier parisien, mais le bâtiment n'était plus du tout fonctionnel. Avec finalement la période du Covid et le début de l'écriture, notamment du nouveau projet d'entreprise de GRDF, donc mission décarbonation, la direction générale a eu envie d'autre chose. Et c'est là que la décision de quitter Paris a été prise pour un nouveau bâtiment.
Donc, comme vous le voyez, on quitte le centre de Paris, et on se rapproche du périph'. Donc là, il y avait une pression assez énorme, notamment pour les entreprises qui nous ont accompagnés, mais aussi pour notre direction générale. Parce que finalement, bon, au-delà d'avoir une ambition de construire un bâtiment très vertueux, qui était l'étiquette finalement de toute la performance environnementale à laquelle GRDF est attachée, et que nous prônons et que nous travaillons tous les jours dans nos actions auprès de nos clients et nos partenaires, il ne fallait pas décevoir non plus les salariés. Parce que si on construit un siège social pour que les salariés ne veuillent pas venir, ça sert juste à rien d'avoir une très belle adresse. Donc c'est vrai que la pression, en tout cas pour notre direction générale, était importante. Et il y avait une envie vraiment d'autre chose, de faire évoluer les modes de travail. C'est un moment sorti du Covid où l'entreprise a ouvert les vannes sur le télétravail, notamment, qui était peut-être un moyen, on s'est tous dit, en pensant finalement qu'il y avait un complot. Comme on allait à Saint-Denis, on nous achetait en nous donnant plus de jours de télétravail. Non, je pense que c'était juste l'évolution finalement de l'entreprise post-Covid qui avait lieu. Et vraiment, bon, voilà, il y avait une pression importante pour nous. Et ce siège social, bien sûr, il fallait qu'il respecte les critères de qualité de vie au travail, mais il fallait aussi qui soit vertueux et qui représente finalement l'emblème de tout ce que nous portons au travers du projet d'entreprise, à savoir une baisse de nos propres émissions de gaz à effet de serre, une transformation de notre énergie fossile en une énergie de plus en plus décarbonée, et l'accompagnement de nos clients avec des technologies innovantes, performantes et durables. Donc Marc Lafont, je suis président de WO2. On est la société qui a assuré la promotion de ce projet. On est un groupe qui est jeune, WO2, puisqu'on est un groupe qui a vu le jour en 2014 et qui s'est concentré sur la partie bureau depuis 2017. Ce bâtiment qu'on appelait Braise, parce qu'en fait il était situé rue des Bretons, et très vite le nom de code est devenu Braise, et puis très vite en fait c'est devenu le siège de GRDF, puisque avant même qu'on ait acheté le terrain, GRDF nous a sollicité pour y déménager son siège social au lendemain du Covid. Donc on avait tout juste un permis de construire qu'on avait développé avec Valodépistre. On avait acheté des terrains, c'était d'anciens entrepôts qui appartenaient à la société Vente Privée. Et très vite, GRDF est venu et on a travaillé avec eux dans une grande complémentarité en fait entre nous, qui étions une petite boîte récente, spécialisée dans la réduction de l'empreinte carbone de l'acte de construire, et GRDF, grand groupe industriel français, qui lui se spécialisait dans la réduction des consommations énergétiques. Et on a réussi à bosser ensemble dans cette logique d'avoir à la fois un bâtiment qui soit extrêmement performant sur le plan de son empreinte carbone attachée à la phase de construction, et puis on le verra derrière, développer des solutions énergétiques et un mix énergétique qui repose notamment sur le biogaz et qui nous permettent également d'avoir un bâtiment bas carbone pendant la phase d'exploitation. Ce qui nous a beaucoup intéressé dès le début lorsqu'on a discuté avec GRDF, et on le voit lorsque Sophie explique là où ils étaient avant, c'est-à-dire qu'il y avait quand même certaines attentes. C'est vrai que la rue Condorcet était magnifique, c'était un terrain gazier qui était dans l'industrie des gaz depuis 200 ans, l'ancien siège de GRDF. En fait, à la base, il y avait des gazomètres là-bas, dans le 9e arrondissement, on a du mal à l'imaginer. Et puis après, petit à petit, il y a eu ce très bel hôtel particulier. Donc, on a très vite vu qu'il y avait deux enjeux majeurs pour GRDF dans ce déménagement. Dans un premier temps, fédérer dans un projet d'entreprise qui repose quand même sur le fait de faire déménager des gens du 9e arrondissement au Grand Stade de France. Et ce n'était pas évident, parce que c'est une localisation moins centrale, parce que les gens avaient pris des habitudes autour. Et puis, dans un second temps, incarner un virage stratégique qu'avait fait GRDF. C'est quand même une boîte qui, historiquement, distribue et vend du gaz, une énergie qui n'a pas vraiment le vent en poupe, et une société qui a opéré un virage stratégique du gaz vers le biogaz, c'est-à-dire d'une énergie qui est très carbonée, le gaz naturel tel qu'on le connaît, qui a un poids carbone qui est de l'ordre autour de 240 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie finale, au biogaz, une énergie qui elle est renouvelable, pilotable, et qui a un poids carbone qui est plutôt de l'ordre de 44 grammes de CO2 par kilowattheure, donc une énergie réellement bas carbone. Et donc il y avait ces deux grandes ambitions chez GRDF, à la fois fédérer et à la fois incarner ce virage stratégique. Alors,
On a mis ces quelques images, à la fois parce qu'on est assez fiers du produit final, et puis on sait que les équipes de GRDF s'y sentent bien. On a quelques indicateurs qui peuvent le montrer, dont on pourra parler après, dont tu parleras. Mais ce qui est important dans ces images, c'est qu'on voit à quel point le bâtiment a été ultra bas carbone dans un premier temps dès sa phase de construction. On est évidemment sur une construction qui est 100% en structure bois en ce qui concerne l'ensemble de la superstructure. Donc on a uniquement les noyaux d'ascenseurs et d'escaliers qui sont en béton sur cet immeuble, qui permettent d'assurer le contreventement. Mais sinon, la totalité de la superstructure est totalement en structure bois, donc poteau-poutre en lamellé collé, plancher en CLT, avec l'utilisation de l'ordre de 25 000 m3 de bois dans ce projet-là, du bois massif, qui a été posé par une société qui s'appelle Matisse, qui est une société qui est basée en Alsace. Également le recours au bois en ce qui concerne les matériaux de façade, puisqu'on a des façades qu'on appelle en ossature bois, donc la structure primaire de la façade est également réalisée en bois massif. Et puis aussi du bois dans tout ce qui est lots architecturaux. On voit bien d'ailleurs là sur les faux plafonds ou sur les matériaux de parement. Et lorsque vous avez utilisé du bois sur la structure, sur la façade et sur les lots architecturaux, vous avez couvert de l'ordre de 40% de l'empreinte carbone avec la structure, de l'ordre de 20% avec la façade et un petit 10% avec les lots architecturaux. Donc vous avez fait près de 70%, vous avez fait une économie carbone sur près de 70% des lots qui sont émetteurs dans votre bâtiment. Le reste, ce sont les lots techniques. Alors on n'a pas pu les faire en bois, mais il y a d'autres solutions qui existent sur les lots techniques, et notamment le réemploi, qui a été poussé très loin sur ce bâtiment. Et la conséquence de ça, c'est qu'en fait, on a pu avoir une empreinte carbone qui a été divisée par 2 à peu près par rapport à un bâtiment traditionnel. Donc si on avait réalisé ce bâtiment-là en béton, ce bâtiment, il aurait émis, pendant sa phase de construction, près d'1 tonne de CO2 par mètre carré. Et après, sur 50 ans d'exploitation, il aurait émis près de 260 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Et donc, si je prends la construction et 50 ans d'exploitation, j'aurais eu 1 tonne 2, donc c'est les 1260 kg que vous avez sur le graphe. Ça, c'est l'analyse de cycle de vie de ce bâtiment, construction, 50 ans d'exploitation. Et on voit qu'en ayant recours aux matériaux bas carbone sur la phase de construction et derrière à des solutions d'énergie décarbonée sur la phase d'exploitation, on a réussi à diviser ce chiffre par un facteur 2 à peu près, avec un poids carbone qui aujourd'hui est de l'ordre de 680-676 kg de CO2 équivalent par mètre carré. On a beaucoup parlé de carbone pendant la phase de construction, peut-être juste un mot sur l'exploitation. Parce que nous, on n'était pas familier du biogaz comme source d'énergie. On était parti d'ailleurs pour installer des pompes à chaleur et puis pour éventuellement se raccorder sur le réseau de chaleur local. Le réseau de chaleur local qui a un poids carbone qui est de l'ordre de 116 kWh d'énergie finale, 116 grammes de CO2 par kWh d'énergie finale. Et on voit bien qu'en remplaçant en fait ces 116 grammes de CO2 par du biogaz qui est à 44, c'est ce que je disais, on arrive également à avoir un gros levier sur la réduction du poids carbone lié au chauffage de ce bâtiment. Donc c'est ce qu'on a fait avec une solution mixte qui repose à la fois sur des pompes à chaleur, à la fois sur le réseau de chaleur et enfin sur le biogaz. Mais, et là je vais te passer la balle, ce n'est pas que... Ah, l'acoustique, pardon. Il faut que je... D'accord. On se rend compte que c'est important. Non, il y a beaucoup de sujets lorsqu'on construit en bois qui nous sont opposés. La durabilité de la construction, les éventuels sujets de déforestation et puis derrière des contraintes pendant l'exploitation du bâtiment. L'acoustique en fait partie. C'est vrai que traditionnellement, les bâtiments de bureaux sont très marqués par l'absorption acoustique qu'on vient installer en plancher haut. Donc c'est les dalles de faux plancher minéral que vous avez traditionnellement au niveau de la moquette ou même au niveau des cloisons. L'acoustique dans ce bâtiment a été très travaillée. On a réalisé des prototypes à l'échelle 1, donc on a fait deux niveaux, l'un au-dessus de l'autre. Et on est venu faire des tests acoustiques pour mesurer la proportion, donc la transmission du bruit solidien, c'est-à-dire la proportion du bruit d'un niveau à l'autre à l'intérieur des structures en CLT. Et également l'absorption qu'on avait, d'où le faux plafond bois qui est en fait rainuré micro-perforé que vous aviez sur les images précédentes. Et donc on a des qualités acoustiques dans ce bâtiment qui sont tout à fait similaires à ce qu'on aurait sur le meilleur standard si on avait réalisé un bâtiment dans une construction traditionnelle. Donc on voit qu'avec les bonnes solutions techniques, on arrive à parfaitement gérer les sujets d'acoustique en construction bois, à la fois sur la transmission des bruits solidiens et l'absence d'inertie, et à la fois sur le volet de l'absorption. Alors si on parle un petit peu de CVC, puisqu'on est quand même dans le royaume de tous ces sujets ultra techniques,
Ce qu'on s'est dit avec Marc, c'est qu'on n'allait pas rentrer dans la tripaille de la chaufferie, mais que par contre, l'essentiel que vous devez retenir des solutions techniques de chauffage-rafraîchissement sur notre siège, c'est qu'elle repose sur un mix énergétique équilibré. Donc le chauffage, finalement, il prend assise donc, sur le RCU. Et la chaudière qui le complète, et le rafraîchissement donc sur la base de l'électricité ainsi que pour les autres ouvrages. Et la cogénération assure d'ailleurs une partie également de l'électricité. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'avec ce siège social, et ce n'était pas juste une volonté de faire un showroom des technologies innovantes à base de gaz naturel, c'est vraiment qu'on fait la démonstration ici que nous défendons le mix énergétique au quotidien, donc auprès de nos clients, et que ici on n'oppose pas les énergies ni les solutions techniques, mais qu'il y a véritable moyen de les faire se parler, de faire en sorte qu'elles se complètent pour avoir finalement un scénario énergétique qui prend finalement l'utilité de chaque énergie sans en extraire une ou sans mettre une pression énorme, comme l'a dit Marc. On aurait pu faire le choix, enfin ça aurait été bizarre évidemment, mais beaucoup de bureaux peuvent le faire, de faire du 100% électrique. Or ça aurait été dommage quand on a la présence du réseau de gaz ou du RCU et la possibilité d'avoir une combinaison de toutes ces solutions. Donc ici, on a fait le choix d'un mix énergétique qu'on conseille à tous nos clients dans la plupart des solutions et configurations, et de bureaux notamment, même s'il y a besoin de rafraîchissement. Alors, écoutez, on va arriver sur la conclusion. Hein. Donc, on s'était dit qu'on ne ferait pas quelque chose de trop technique parce que je ne sais plus quel est le mot qu'a utilisé Philippe Nunes en introduction, mais qui était un mot ajouté par rapport à toutes les conférences techniques qu'on fait. Je pense que finalement la meilleure preuve qu'un bâtiment est fonctionnel et est au rendez-vous par rapport à la promesse que finalement un promoteur immobilier de renom peut faire, c'est d'avoir ses salariés, les salariés de l'entreprise qui ont envie de venir sur leur site. Et comme on l'a dit, moi la première qui habite Fontainebleau, vous imaginez bien que le 93 c'est très très loin. Aller à Saint-Denis, c'est pas évident. Mais pourtant, quand on arrive sur ce site, on a vraiment déjà une très grande fierté. Non pas parce que le bâtiment il est clinquant de l'extérieur, il n'est pas du tout tape à l'œil, et je trouve que du coup, c'est très en phase avec les valeurs de GRDF, c'est-à-dire à la fois la simplicité, mais également l'élégance. Et que vous entrez dans ce bâtiment, il est vraiment très beau. Cette sobriété qu'apporte le bois, les couleurs qui ont été choisies, il y a énormément de salles de réunion, une agora qui est splendide. Il y a beaucoup de hauteur sous plafond. On s'y sent bien. Je crois que, voilà, il y a énormément de lumière également. Et j'ai d'ailleurs entendu dire, c'était Marc qui me le racontait parce que je crois qu'il a gardé des liens, voilà, avec notre directrice générale, qu'il y avait quand même 2 faits marquants qui sont un bénéfice réel. Le premier, c'est que finalement, alors que le protocole de travail à distance s'est encore élargi chez GRDF pour donner plus de possibilités au télétravail, finalement, le télétravail du siège a diminué, donc de manière volontaire. Donc ça montre bien que nous sommes plutôt contents d'aller dans ces bureaux. Aussi parce qu'on voit les collègues, en fait. Ça, c'est un élément qui est très important. Hein. Quand on était à Condorcet, c'était super, mais on pouvait limite mourir d'un AVC dans notre bureau, qu'à part la femme de ménage le lendemain matin, personne ne s'en serait forcément rendu compte. Donc ça, c'est un élément important. Là, on a un espace ouvert, on voit les collègues, on voit les autres directions. Donc ça, c'est quand même très positif. Un autre élément, c'est que visiblement, le nombre de mails internes, donc pas avec l'extérieur, n'abusons pas, a également diminué. Donc vous voyez, ça, c'est aussi un critère important. On sait que ça crée du carbone. Et au-delà du carbone, ça veut dire qu'il y a de la communication sur ce site. Et donc, je dirais bravo, bravo aux équipes, bravo voilà, Marc Fafon et puis ses équipes pour cette réalisation remarquable dont finalement les salariés de GRDF sont très fiers et qui apporte encore une fois la preuve du travail de collaboration entre la maîtrise d'œuvre et la réflexion du client sur ce qu'on veut. Est extrêmement importante et voilà. Merci.
Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, alors effectivement, on a du temps pour des questions-réponses. Vous avez 6 minutes d'avance sur votre timing, c'est bien. Trop fort. On a pas tout à fait 6 minutes de questions-réponses, mais voilà, quelques-unes quand même. Donc n'hésitez pas, il y a des micros à disposition. Allô? Oui. Oui, une petite question rapide. Vous parliez de délocalisation par rapport à Condorcet. Et dans le 93, est-ce que vous avez quantifié, d'un point de vue mobilité, ce que François Gemène parlait ce matin, c'était une vraie priorité, ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Est-ce que vous avez quantifié ce que ça représente d'un point de vue mobilité humaine quand vous passez dans le 93 par rapport à Condorcet, en fonction de la quantité d'employés? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez quantifié ou pas? En termes de quantifier d'employés, vous voulez dire Énergétiquement. La perte en mobilité et le gain en mobilité. Merci. Alors, si on parle de mobilité transport, en fait, je pense que c'est plutôt neutre. Alors, c'est vrai que l'un des critères dont on n'avait pas parlé, mais qui était un point fort de Condorcet, c'était bien sûr l'accessibilité, un métro, bus, dont des bus au gaz naturel en plein centre de Paris ou bio-GNV. Mais là, on a le RER de la même façon. Il y a la ligne 14 et qui nous oblige à marcher un petit peu. Donc, c'est pas plus mal pour notre ligne. Ou le RERD. Donc, je dirais qu'il y a presque plus de possibilités s'il y a un blocage sur une des lignes de RER. Même si, encore une fois, c'est parce que je préfère le RER, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est quasi neutre, en fait, en termes d'impact. Et d'ailleurs, un des autres objectifs de notre siège était aussi de réunir des équipes qui étaient réparties sur plusieurs sièges. Voilà. Et qui générait du coup des mouvements, justement. Ça expliquait d'ailleurs le choix de Saint-Denis. En fait, lorsque vous regardez les implantations de GRDF, elles sont toutes sur le RERB. Et en pratique, on est plutôt plus proche de l'arrêt de RERB Stade de France sur l'immeuble que lorsqu'on était à Campus Condorcet par rapport à Gare du Nord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. 2 autres questions même. On a le temps, hein, donc on prendra les 2. Ouais, il y a une dame ici et il y a un monsieur là-bas. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez déjà peut-être répondu à la question, mais Osmose, vous l'avez fait sur quel levier et qu'est-ce que cela vous a apporté de faire cette démarche? Alors, je vais laisser Marc répondre, mais en effet, comme on est allé super vite, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous l'avez vu sur les visuels, que ce bâtiment a obtenu plein de distinctions. Notamment sur le label E+C-, donc qui préfigurait la RE 2020. Donc il est au niveau E2C2 qui est extrêmement positif. BBCA, et je vais laisser vraiment Marc parler des autres labels que je connais peu. En ce qui concerne donc à la fois les labels et les certifications, j'en profite parce qu'on a l'impression que j'ai fait l'immeuble tout seul, mais pas du tout. Donc il y a l'agence Valode Épices qui est l'architecte, et d'ailleurs je rends hommage à Denis Valode, parce que c'est une de ses dernières inaugurations. Il est parti depuis, mais voilà, c'est lui qui avait développé cet immeuble. Le bureau d'études fluides, c'est Barbanel. On a Terrel sur la structure et on avait Artelia sur la partie label certification. C'est GCC qui a derrière réalisé les travaux, avec Matisse sur le bois, et qui a quand même réussi à livrer à GRDF avec 3 mois d'avance, ce qui est suffisamment rare dans notre industrie pour être noté. Sur le sujet des labels et des certifications, je vous avoue que chez WO2, on n'est pas des fans absolus des certifications. On préfère les labels. Donc, je ne sais pas si vous faites le distinguo, mais les certifications, c'est beaucoup de critères et on peut remplir des tableaux avec des centaines de lignes. Les labels, c'est plus focalisé sur 1 ou 2 points. Et donc, sur ce sujet-là, on a en effet été chercher des certifications qui sont en fait c'est un petit peu des must-have lorsque vous développez ce type d'immeuble, parce qu'il vous faut qu'à l'investissement, il faut avoir quelque chose sur le bien-être. Alors Osmose, il faut avoir du HQE, il faut avoir peut-être du BREEAM, tout simplement parce que quand vous regardez la concurrence, vous apercevez que quasiment tout le monde va chercher ces certifications. Donc on veut être bon élève en cochant des cases, et ça fait partie des cases qu'on a cochées. Mais on est beaucoup plus attentif, précis et pertinent sur les labels, notamment en ce qui concerne le carbone et l'énergie. À l'époque, la RE20 n'existait pas, donc d'où le label E+C- que vous avez là. Je crois qu'on doit être E2, C2. Je ne pense pas qu'on soit E3, C2, mais on doit être E2, C2 sur ce projet-là. Et BBCA Excellence. Donc c'est vraiment
vraiment les labels sur lesquels on a fait l'extra mile et sur lesquels on s'est battu pour aller chercher des points, que ce soit des points en carbone ou en CO2. Et pas tellement les autres, je vous avoue, pour des raisons plus de... Voilà, on veut choisir nos combats et on veut se concentrer sur ce qui a un impact sur l'environnement. Sur le volet énergétique, toutefois, je tiens à le dire parce que c'est intéressant, on sort d'une année d'exploitation de GRDF. Lorsqu'on avait conçu ce bâtiment, on avait réalisé des SED pour essayer d'estimer les consommations. Alors je sais qu'il ne faut pas qu'on se perde dans les chiffres, mais on avait quand même estimé les consommations de cet immeuble, pas uniquement sur les dépenses conventionnelles de l'ART, mais sur la totalité des consommations, de mémoire à 74 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. Ça, c'était ce qu'on avait en SED. Et un an après l'emménagement de GRDF, on voit qu'ils sont à 68 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an. C'est assez rare d'avoir des résultats effectifs qui sont inférieurs aux simulations qu'on avait, parce que c'est quand même, ça repose sur le fait que les gens baissent le chauffage la nuit, éteignent les lumières et que le bâtiment est parfaitement exploité. Le fait que ce soit le métier aussi de GRDF en tant qu'énergéticien a probablement un impact, mais ce passage quand même de 74 en simulation à 68 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an montre qu'on peut vraiment aller sur des bâtiments de très basse consommation sur ce type d'ouvrage. On va s'arrêter là pour les questions-réponses. Monsieur, je ne vous oublie pas, je vous invite éventuellement à aller à la rencontre de nos intervenants dès qu'ils seront sortis de scène. Merci beaucoup, Sophie Valente.